Lorsque j'ai exposé ce point de vue à un de mes amis américains, un homme d'un niveau intellectuel considérable et doté d'un esprit érudit, il a d'abord été quelque peu sceptique. Certes, a-t-il dit, les Grecs et les Romains de l'Antiquité étaient limités dans leur approche des civilisations étrangères. Mais cette limitation n'était-elle pas le résultat inévitable des difficultés de communication entre eux et le reste du monde? Et cette difficulté n'a-t-elle pas été largement surmontée à l'époque moderne? Après tout, nous, occidentaux, nous préoccupons aujourd'hui de ce qui se passe en dehors de notre propre orbite culturelle. N'oubliez-vous pas les nombreux livres sur l'art et la philosophie orientaux qui ont été publiés en Europe et en Amérique au cours du dernier quart de siècle? Sur les idées politiques qui préoccupent l'esprit des peuples orientaux, on ne peut certainement pas négliger avec justice ce désir des Occidentaux de comprendre ce que d'autres cultures peuvent avoir à offrir. Dans une certaine mesure, vous avez peut-être raison, ai-je répondu. Il ne fait aucun doute que la vision primitive gréco-romaine n'est plus tout à fait d'actualité de nos jours. Sa dureté s'est considérablement émoussée, ne serait-ce que parce que les penseurs occidentaux les plus mûrs sont tombés dans la désillusion et le scepticisme à l'égard de nombreux aspects de leur propre civilisation et commencent maintenant à se tourner vers d'autres parties du monde pour trouver une inspiration culturelle. Certains d'entre eux commencent à comprendre qu'il n'y a peut-être pas qu'un seul livre et une seule histoire du progrès humain, mais plusieurs. Tout simplement parce que l'humanité, au sens historique, n'est pas une entité homogène, mais plutôt une variété de groupes ayant des idées très divergentes sur le sens et le but de la vie humaine. Néanmoins, je ne pense pas que l'Occident soit vraiment devenu moins condescendant envers les cultures étrangères que ne l'étaient les Grecs et les Romains. Il est seulement devenu plus tolérant, mais pas à l'égard de l'islam, seulement à l'égard de certaines autres cultures orientales qui offrent une sorte d'attraction spirituelle à l'Occident avide d'esprit et qui sont, en même temps, trop éloignées de la vision occidentale du monde pour constituer un réel défi à ses valeurs. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, répondis-je, lorsqu'un occidental discute par exemple de l'hindouisme ou du bouddhisme, il est toujours conscient des différences fondamentales entre ses idéologies et la sienne. Il peut admirer telle ou telle de leurs idées, mais n'envisagerait naturellement jamais la possibilité de les substituer aux siennes. Parce qu'il admet a priori cette impossibilité, il est capable de contempler ces cultures réellement étrangères avec sérénité et souvent avec une appréciation sympathique. Mais lorsqu'il s'agit de l'islam, qui n'est en aucun cas aussi étranger aux valeurs occidentales que la philosophie hindoue ou bouddhiste, cette équanimité occidentale est presque invariablement perturbée par un biais émotionnel. Est-ce peut-être, je me le demande parfois, parce que les valeurs de l'islam sont suffisamment proches de celles de l'Occident pour constituer un défi potentiel à de nombreux concepts occidentaux de la vie spirituelle et sociale? J'ai poursuivi en lui parlant d'une théorie que j'avais conçue il y a quelques années, une théorie qui pourrait peut-être aider à mieux comprendre les préjugés profondément ancrés contre l'islam que l'on trouve si souvent dans la littérature occidentale et la pensée contemporaine. Pour trouver une explication vraiment convaincante de ce préjugé, disais-je, il faut remonter loin dans l'histoire et essayer de comprendre le contexte psychologique des premières relations entre le monde occidental et le monde musulman. Ce que les Occidentaux pensent et ressentent aujourd'hui à l'égard de l'islam s'enracine dans les impressions nées durant les croisades. « Les croisades !» s'exclame mon ami. « Tu ne veux pas dire que ce qui s'est passé il y a près de 1000 ans peut encore avoir un effet sur les gens du XXe siècle. » Mais c'est le cas. Je sais que cela semble incroyable. Mais ne vous rappelez-vous pas l'incrédulité qui a accueilli les premières découvertes des psychanalystes lorsqu'ils ont essayé de montrer qu'une grande partie de la vie émotionnelle d'une personne adulte et la plupart de ses penchants, goûts et préjugés apparemment inexplicables compris dans le terme idiosyncrasie peut être retracée jusqu'aux expériences de son âge le plus formateur, sa petite enfance. Les nations et les civilisations sont-elles autre chose que des individus collectifs? Leur développement est également lié aux expériences de leur petite enfance. Comme pour les enfants, ces expériences peuvent avoir été agréables ou désagréables. Elles peuvent avoir été parfaitement rationnelles ou, au contraire, dues à la mauvaise interprétation naïve d'un événement par l'enfant. L'effet formateur de chacune de ces expériences dépend essentiellement de son intensité initiale. Le siècle qui précède immédiatement les croisades, c'est-à-dire la fin du premier millénaire de l'ère chrétienne, pourrait être décrit comme la petite enfance de la civilisation occidentale. Je me suis mis à rappeler à mon ami, lui-même historien, que c'était l'époque où, pour la première fois depuis les siècles sombres qui avaient suivi l'éclatement de la Rome impériale,
l'Europe commençait à voir sa propre voie culturelle. Indépendamment de l'héritage romain presque oublié, les nouvelles littératures commençaient à voir le jour dans les langues vernaculaires européennes. Inspirés par l'expérience religieuse du christianisme occidental, les beaux-arts se réveillaient lentement de la léthargie causée par l'immigration guerrière des Goths, des Huns et des Avars. Un nouveau monde culturel émergeait des conditions rudimentaires du Haut Moyen-Âge. C'est à ce stade critique et extrêmement sensible de son développement que l'Europe a reçu le choc le plus formidable. En langage moderne, un traumatisme, sous la forme des croisades. Les croisades ont été l'impression collective la plus forte sur une civilisation qui commençait à peine à prendre conscience d'elle-même. Historiquement parlant, elles ont représenté la première tentative de l'Europe, entièrement réussie, de se considérer sous l'aspect de l'unité culturelle. Rien de ce que l'Europe a connu avant ou après n'a pu être comparé à l'enthousiasme que la première croisade a suscité. Une vague d'ivresse a déferlé sur le continent, une exaltation qui, pour la première fois, a franchi les barrières entre les États, les tribus et les classes. Auparavant, il y avait eu les Francs, les Saxons et les Allemands, les Bourguignons et les Siciliens, les Normands et les Lombards. Un mélange de tribus et de races qui n'avaient guère en commun que le fait que la plupart de leurs royaumes et principautés féodales étaient des vestiges de l'Empire romain et que tous professaient la foi chrétienne. Mais dans les croisades, et à travers elles, le lien religieux a été élevé à un nouveau niveau, une cause commune à tous les Européens, le concept politico-religieux de chrétienté qui à son tour a donné naissance au concept culturel d'Europe. Lorsque, dans son célèbre discours de Clermont, en novembre 1095, le pape Urbain II exhorta les chrétiens à faire la guerre à la race méchante qui tenait la Terre Sainte, il énonça, probablement sans le savoir lui-même, la charte de la civilisation occidentale. L'expérience traumatisante des croisades a donné à l'Europe sa conscience culturelle et son unité, mais cette même expérience était destinée à fournir désormais aussi la fausse couleur dans laquelle l'islam devait apparaître aux yeux des Occidentaux. Ce n'est pas seulement parce que les croisades ont été synonymes de guerre et d'effusion de sang. Tant de guerres ont été menées entre les nations et oubliées par la suite, et tant d'animosités qui, en leur temps, semblaient inguérissables, se sont transformées en amitié. Le dommage causé par les croisades ne s'est pas limité à un choc des armes. Il s'agissait avant tout d'un dommage intellectuel. L'empoisonnement de l'esprit occidental contre le monde musulman par une déformation délibérée des enseignements et des idéaux de l'islam. En effet, pour que l'appel à la croisade conserve sa légitimité, le prophète des musulmans devait nécessairement être désigné comme l'antéchrist et sa religion décrite, dans les termes les plus crus, comme étant source d'immoralité et de perversion. C'est à l'époque des croisades que l'idée ridicule que l'islam était une religion de sensualisme grossier et de violence brutale, d'observance de rituels au lieu de purification du cœur, est entrée dans l'esprit occidental et y est restée. Et c'est alors que le nom du prophète Mohammed, ce même Mohammed qui avait insisté pour que ses propres disciples respectent les prophètes des autres religions, a été transformé avec mépris par les Européens en Mahound, ou Mahomet, pour les francophones.